Bonjour, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier et je suis praticienne en nutrition et micronutrition, spécialisée dans l'accompagnement des troubles digestifs chroniques et des douleurs chroniques. Accompagnement qui se veut le plus global possible, c'est-à-dire incluant bien sûr l'alimentation, le rééquilibrage du corps, mais aussi une vision un peu plus globale de la personne, parce qu'on n'est pas qu'un intestin sur pattes. Donc aussi l'aspect un peu plus émotionnel notamment, voire énergétique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'analyse du microbiote. Comment aller regarder ce qui se passe au niveau du microbiote, je précise intestinal, parce que les microbiotes, on en a partout. Donc c'est comment savoir ce qui se passe au niveau de votre flore digestive, pour identifier une éventuelle dysbiose, donc un éventuel déséquilibre, et savoir comment agir derrière. Donc il faut savoir que notre intestin n'est pas un tuyau vide, mais qu'il est peuplé de nombreux micro-organismes, bactéries, champignons, levures, moisissures, virus. Tout cela représente chez un adulte 2 kg à 2,5 kg de poids corporel. Il y a du monde dans notre ventre, on n'est pas tout seul, loin de là, et on ne leur offre pas juste le gîte et le couvert, on vit vraiment en interaction avec eux, c'est vraiment une symbiose en fait. C'est-à-dire que nous, on va apporter des choses à ces bactéries, mais elles, en échange, vont aussi nous apporter d'autres choses, donc vont nous protéger contre différentes maladies, vont nous aider à digérer certains aliments que sinon on ne pourrait pas digérer, vont produire des vitamines, des acides gras à chaîne courte qui ont un effet derrière protecteur, etc., etc., vont aussi intervenir sur notre équilibre émotionnel. Bref, tout un tas de choses. Je ne vais pas en parler ici, c'est pas l'objectif. Mais donc il y a un réel intérêt à, quand cela ne va pas bien au niveau digestif ou au niveau de notre système immunitaire, de s'intéresser justement à cette flore intestinale. Comment le faire? Quels sont les tests à notre disposition? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Des différents tests qui existent, des laboratoires que je recommande parce que j'ai pu tester un petit peu, j'ai pu être relativement contente de leurs résultats et de la fiabilité. Je ne dis pas qu'il s'agit d'une analyse globale du marché, même si j'ai pu faire un tour quand même assez large. Je pense qu'il y a d'autres choses, et puis des tests, je pense, sortent aussi tous les jours. Donc voilà, c'est une analyse à ce jour, je dirais, qui n'engage que moi. J'ai voulu le faire aussi en toute neutralité. Donc je n'ai pas d'intérêt à prescrire, pas à prescrire, mais à recommander un test ou un labo plutôt qu'un autre. Moi, je vais vraiment le faire en fonction de ce que je vais rechercher chez la personne qui s'adresse à moi, en fonction de ce que je soupçonne et en fonction, bien sûr, de la fiabilité. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire? Je dirais ça va dépendre de ce que vous cherchez. La première chose, c'est donc le sujet de la candidose. Candidose intestinale, donc la candidose c'est quoi? C'est le surdéveloppement d'une levure qui s'appelle candida. Souvent on parle de candida albicans, même s'il existe d'autres types de candida. Mais candida albicans est souvent le plus problématique. Quand on recherche une candidose, 3 choix s'offrent à vous, plus ou moins fiables. On va dire que le premier, qui va être le moins cher, tout en ayant une fiabilité moyenne, c'est le test sanguin. Donc on va aller chercher les anticorps anti-candida albicans, donc certains anticorps dirigés contre cette levure. Selon les labos, on va dire la fiabilité tourne entre 10% et 60%. Si vous faites ça dans votre labo usuel, dans votre labo proximité, globalement, vous risquez de ne pas voir grand-chose. On va vous trouver une candidose quand vous en êtes un peu couvert de la tête aux pieds. Pour avoir quelque chose d'un peu plus fiable, d'autres labos sont plus spécialisés dans ce domaine-là. C'est notamment le laboratoire Barbier et depuis peu, un peu plus récemment, le laboratoire Herbiofarm Impro. Ces deux-là vont proposer des sérologies. Alors, il y en a peut-être d'autres, encore une fois, que je n'ai pas pu tester, donc je ne vais pas vous en parler.
Ces deux labos donc, vous proposent ce test-là, je vais dire une fiabilité à peu près 60%, hein, il y a des risques de faux négatifs. Quand c'est positif, vous êtes sûr que c'est positif. En revanche, quand c'est négatif, parfois on peut avoir des doutes. Je dirais il faut aussi se fier aux symptômes. Si vous avez des gaz, un transit qui est modifié, que vous réagissez dès que vous prenez des sucres, du gluten ou des levures, la levure de boulanger et autres, il y a probablement une candidose. Le laboratoire Barbier va vous mettre un résultat sous forme de petits plus, 1, 2 ou 4, 3 ou 4 petits plus. Si c'est un seul plus et que vous avez des symptômes, je vous encourage à traiter votre candidose, c'est que c'est positif. Il est possible que cette candidose soit là depuis longtemps, donc au bout d'un moment, le corps arrête de s'exciter contre, et effectivement, on peut voir qu'un petit plus, mais s'il y a des symptômes, traitez-le, vous devriez voir des résultats. Voilà. Ensuite, le deuxième test qui sera un petit peu plus précis, c'est le test appelé MOU, pour métabolite organique urinaire. Là, c'est un test donc urinaire dans lequel on va aller doser des métabolites, des composés qui sont produits par la candidose lorsqu'elle est active. Donc ça, c'est vraiment utile pour aller voir si votre candidose est active. Donc si vous avez fait un traitement anti-candida, un mois après, vous vous demandez si elle est toujours là ou pas, bah faites un MOU plutôt que de refaire une sérologie. Parce que le problème, c'est que les anticorps restent dans le corps plusieurs mois. Donc si vous redosez, vous ne savez pas si les anticorps que vous allez mesurer ont été créés hier ou alors datent déjà d'il y a 3 mois. Donc le MOU, ce sera aussi le test le plus fiable, et il permet également d'aller voir s'il y a la présence de moisissures ou d'autres types de levures autres que la candidose. Vous avez chez Barbier deux mous possibles, le mou fongique, donc pour la levure, candida et levure moisissure, et un mou bactérien pour aller voir là plutôt une autre flore, une dysbiose plutôt bactérienne. Là, je vais rester sur la candidose. Le dernier test, qui pour moi ne sera pas le plus fiable, loin de là, c'est l'analyse dans les selles. On a souvent aussi beaucoup de faux négatifs, donc je ne saurais pas vous dire le pourcentage, mais je trouve que c'est encore moins fiable que le sanguin. Donc globalement, je vous recommande le test sanguin en première approche, 13,50 € environ. Le mou, si vous voulez être davantage sûr, ou en deuxième approche après avoir traité, faites un mou. Il y a des petites précautions à prendre quand même. Il faut avoir réintroduit un petit peu les sucres, les glucides avant de refaire ce mou, sinon vous risquez de ne rien voir. Si la candidose est encore en sommeil parce qu'on l'a complètement affamée, il est possible qu'on ne voit rien. Donc c'est pour ça que je recommande de faire un mou au moins 1 mois après avoir fini votre traitement et réintroduit quand même une quantité raisonnable de glucides. Je ne dis pas de vous gaver, de revenir à vos anciennes habitudes et à vous gaver de sucre. Mais si vous pouvez reprendre un petit peu de miel de temps en temps ou de sucre de coco, ensuite faites le test et voyez ce qu'il en est. Donc ça, c'est pour la candidose. Ensuite, pour identifier une dysbiose au niveau du gros intestin, là, on aura 2 choix. Le mou, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est quand même assez limité. Vous avez... ça va vous permettre de voir s'il y a un excès de certaines bactéries, plutôt de putréfaction, ou d'autres bactéries. On est sur quand même assez peu de marqueurs. Ça peut être utilisé, bien évidemment. Si vous faites un mou pour voir la candidose, vous pouvez également faire le mou bactérien avec. Ça sera pas forcément, ça sera loin de là, ça sera pas le plus complet. Vous avez ensuite l'analyse de sel, donc l'analyse du microbiote pour aller voir ce qui se passe. Et je précise, c'est bien pour aller voir ce qui se passe au niveau du gros intestin. Le gros intestin étant quand même la partie de votre corps qui va contenir le plus gros microbiote. En termes de quantité de bactéries, c'est là où elles sont vraiment en quantité les plus importantes. Dans les tests de microbiote qui sont réalisés, vous avez 2 types de tests. Les tests, on va dire, les plus historiques, c'est ce qu'on appelle les coprocultures. Donc on va aller chercher dans vos selles, on va aller les mettre en culture, donc
mettre ça sur des petites boîtes de pétri, attendre un petit peu que ça se développe pour voir justement qu'est-ce qu'on va retrouver. Donc c'est un test plutôt historique, on va dire qu'il va identifier ces 8-10% de la flore qui est vraiment dans votre intestin. Pourquoi? Parce que la culture, toutes les bactéries ne sont pas aérobies, donc ne se développent pas en présence d'oxygène. Du coup, ces cultures-là, souvent, se font bien sûr à l'air libre. Et donc, on ne va pas voir de nombreuses bactéries qui, elles, ne se développent pas ou meurent en présence d'oxygène. Donc, ça peut être utile, mais il faut savoir que ce n'est pas global. Donc, vous avez là, par contre, les trois quarts enfin, pas les trois quarts, mais beaucoup de labos de proximité font ces tests de coproculture. Vous les trouvez chez Barbier. Moi, jusqu'à longtemps, je les faisais faire chez Barbier parce que le coût n'est pas très élevé, parce que en même temps, je faisais ce qu'on appelle un fécalogramme, donc ça me permettait d'avoir une analyse aussi de la digestion. Est-ce que les protéines, protéines, graisses, sucres, etc. étaient bien digérées, d'avoir le pH des sels qui donne aussi une information sur est-ce qu'il y a un excès de fermentation, est-ce qu'il y a un excès de putréfaction, et ensuite il y avait donc quelques petits marqueurs bactériens qui peuvent avoir leur intérêt. Maintenant, de plus en plus, je prends ça avec des pincettes parce qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable et on passe à côté de pas mal de choses. Mais à titre informatif, ça peut être intéressant. Et ensuite, vous avez des labos qui sont pour moi complètement à côté de la plaque et qui ne vont rien vous trouver. J'ai des personnes avec une dysbiose monumentale et tout apparaît normal sur ces tests-là. Donc effectivement, pour moi, dans les labos qui font de la coproculture que j'ai pu tester et pour lesquels je suis content, c'est Barbier. Voilà, je ne vous dirai pas les autres qui sont moins bien, mais moi je suis plutôt contente de Barbier. Ensuite, vous avez des laboratoires qui, à l'inverse, font ce qu'on appelle de l'analyse génomique. Donc là, c'est l'analyse vraiment, on va aller chercher de l'ADN. Donc on va chercher des petits bouts d'ADN qui viennent de la flore. On va multiplier cet ADN pour pouvoir ensuite les analyser et voir quelles bactéries sont présentes chez vous et en quelle quantité. Donc là, c'est notamment deux labos qui pour moi ont un peu pignon sur rue, c'est Naibu et Luxia Scientifique. Sont un petit peu équivalents, on va dire, en termes de qualité. Je parle, les analyses seront présentées de manière assez différente entre l'un et l'autre. Pour le coup, peut-être que je préfère un peu ceux de Naibu, qui ont l'intérêt d'être tout de suite compréhensibles par monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire qu'ils font le lien entre votre flore et surtout les fonctions derrière de votre corps, donc l'immunité, le sommeil, etc., etc. Donc c'est très visuel, c'est simple. L'inconvénient de ces deux tests, c'est que pour moi, on ne peut pas les utiliser à titre purement thérapeutique, mais c'est-à-dire que s'il y a vraiment une grosse dysbiose et qu'on veut savoir comment agir, quoi chercher, etc., ça ne sera pas le mieux. Parce qu'il manque, pour moi, il manque des choses importantes. Et donc, voilà, je trouve que ça peut être bien à titre informatif, là encore, si vous n'avez pas de gros soucis digestifs, que vous voulez savoir comment optimiser votre santé, super, faites ces tests, ça peut être intéressant. En revanche, s'il y a vraiment un souci sur lequel vous galérez depuis des années, ça ne sera peut-être pas les meilleurs tests à aller chercher, ou alors vraiment en se faisant accompagner par un thérapeute pour aller chercher entre les lignes et aller regarder un peu plus s'il y a des bactéries qui sortent de l'ordinaire. Et puis vous avez un entre-deux, donc mix coproculture et analyse PCR, donc analyse ADN. Là, c'est notamment donc il y a l'IMS, je pense qu'ils travaillent comme ça. J'ai un doute sur l'IMS. Donc l'IMS, c'est un laboratoire belge. Je ne sais pas exactement s'ils font ce mix-là ou s'ils font que PCR. Bref, je vais quand même le mettre dans cette catégorie. Le deuxième, ça va être le laboratoire Herbiopharm, qui propose un nouveau test depuis peu, qui s'appelle Kiver Compact, qui analyse donc votre flore. Ça va être intéressant, là aussi, vous allez avoir une notion de pH des sels, vous allez pouvoir voir votre flore, on va dire, protectrice, ce que j'appelle un peu les probiotiques,
La flore protéolytique, celle qui est plutôt inflammatoire, est-ce qu'il y a des moisissures, est-ce qu'il y a des levures, et aussi une flore qui porte sur l'immunité, pour savoir justement si vous êtes tout le temps malade, donc si vous avez une immunité basse, si vous avez au contraire, si vous avez une maladie auto-immune ou des hypersensibilités alimentaires, ça peut être intéressant d'aller chercher ce test-là. Le laboratoire LIMS est aussi intéressant pour différentes raisons. Disons que moi je vais choisir soit l'un soit l'autre en fonction de ce que je soupçonne être le problème derrière. Notamment chez LIMS, il y a une analyse de certaines bactéries qui sont productrices de soufre, des bactéries protéolytiques qui vont produire plutôt du soufre, et ça peut être intéressant pour quand on a des doutes sur certains problèmes. Les deux, je les trouve relativement fiables et intéressants. Voilà, pour aller voir l'un ou l'autre, encore une fois, faites-vous peut-être recommander par un thérapeute. Voilà, donc ça c'est les trois types de tests qu'il y a. Après il y a le test aussi, alors si vous avez vraiment un problème et que vous cherchez à comprendre ce qu'il y a, alors soit on va sur un de ces deux tests là, hein, donc Herbiopharm ou LIMS, ou alors si on veut une vision vraiment globale, et ben là on va aller chercher un test qui se fait plutôt aux États-Unis, qui coûte beaucoup plus cher, c'est Great Plains Laboratory, qui vous propose donc une analyse de microbiote vraiment très générale, avec dedans tous les marqueurs. Donc il y a la flore, bien entendu, bactéries, etc. Il y a des marqueurs d'inflammation, calprotectine, bêta-défensine, etc. Il y a le pH, il y a l'efficacité de la digestion. Enfin, là, c'est vraiment le top du top. Le seul inconvénient, c'est le prix quand même. C'est entre 500 et 600 €. Donc il faut pouvoir se le payer. J'avoue que je rêverais de pouvoir le recommander à tout le monde, parce que ça donne vraiment une très belle vue de ce qu'on peut avoir comme souci. Maintenant, encore faut-il pouvoir se le payer. Si on ne peut pas, on revient vers des tests un peu plus abordables et qui vont quand même vous donner des informations très pertinentes. Voilà, et le dernier test, donc pour identifier son microbiote, ça va être les tests respiratoires. Ces tests respiratoires sont très spécifiques et liés au microbiote, notamment à votre flore de l'intestin grêle. Donc l'intestin grêle, je le rappelle, n'est pas une partie de l'intestin qui est destinée aux fermentations. C'est une partie de l'intestin qui est plutôt dédiée à l'absorption, à la digestion et à l'absorption. Il y a une flore, bien entendu, qui est présente, mais en général en faible quantité. Si on soupçonne une pullulation de bactéries au niveau du grêle, que l'on appelle un SIBO, dans ce cas, le seul test qui vous permettra d'identifier ce SIBO, c'est un test respiratoire, donc soit au lactulose, soit au glucose. Donc là, on va vous faire boire une solution de glucose ou de lactulose et vous faire souffler dans des petits tubes toutes les 10 minutes environ, pour aller vérifier les gaz dedans, donc soit l'hydrogène, soit le méthane, pour justement identifier est-ce que c'est un SIBO hydrogène, est-ce que c'est un SIBO méthane. Donc voilà, si vous soupçonnez plutôt un SIBO, c'est-à-dire que vous avez des symptômes qui arrivent limite tout de suite après le repas, voire pendant le repas, qui commence le matin, vous avez un ventre à peu près plat, et puis au fur et à mesure de la journée, ça augmente, et quel que soit le jour, quel que soit presque ce que vous mangez, c'est possiblement un SIBO, et donc dans ce cas-là, ce test respiratoire sera le plus adapté. Le test du microbiote, l'analyse de sel, va identifier bien sûr toute votre flore intestinale, mais vu qu'elle est largement plus importante au niveau du gros intestin que de l'intestin grêle, vous allez avoir plutôt une représentation de ce qui se passe dans le gros intestin et pas dans le grêle, ou alors vous allez avoir un mix des deux, et vous n'allez pas savoir lequel est dans le gros intestin, lequel est dans le petit. Donc globalement, on dit que les analyses de microbiote sont plus pour identifier la dysbiose du gros intestin, on va dire c'est quand même 70% des cas. Le test respiratoire sera pour identifier la dysbiose du grêle, donc le SIBO. Là aussi, entre le choix du sucre, glucose,
glucose ou lactulose. Ça se fait un peu en fonction de vos symptômes. Évitez le lactulose si vous avez déjà pas mal de diarrhée, ça peut augmenter le problème. Donc, ensuite, souvent dans les labos chez nous, ils font au glucose, donc vous n'avez pas trop le choix. Il faut quand même savoir que si votre test au glucose est négatif, parfois ça vaut la peine d'en faire un au lactulose. Donc là, il y a quelques tests à faire, donc soit en France, vous en avez un sur Paris, sinon test soit en Angleterre, soit en Allemagne, donc c'est les kits à commander, c'est tout aussi fiable. Hein. Pareil pour celui qui est en France, je vous retrouverai le nom, j'ai un petit trou de mémoire. Je vous mettrai le nom un peu plus bas. En tout cas, je sais, j'ai moins l'habitude, mais je sais que les deux tests donc chez Biolab en Angleterre ou au laboratoire allemand sont relativement fiables, qu'ils se fassent à distance ou pas. Mais donc des fois faire les deux peut s'avérer utile si le premier est négatif, parce que vous pouvez avoir des bactéries qui réagissent plus à un sucre qu'à un autre. Voilà, donc j'espère avoir été à peu près claire, j'espère vous avoir aiguillé aussi sur ce qui est intéressant pour vous. Dans tous les cas, tous ces tests-là, surtout les tests de microbiote ou les tests le mou urinaire, c'est pas un oui-non, hein, c'est quand même assez complexe. Donc faites-les seulement si vous êtes accompagné d'une personne qui sait les interpréter. Parce que faire un test pour faire un test et le garder dans son tiroir, ça ne sert à rien, économisez-vous le prix du test, hein, honnêtement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci.